moi. Ouais. Mais je vais vous parler, alors, on peut beaucoup parler, et je pense que ce lieu est un exemple parfait de ces liens entre la Bretagne et les États-Unis. Je parle d'un sujet que je connais bien parce que je l'ai vécu. Mes parents l'ont vécu et beaucoup de membres de ma famille l'ont vécu, cette immigration vers les USA. Et on en parle beaucoup et on connaît certaines choses, parfois on ne connaît pas le pourquoi et tout ce genre de choses. Et je veux vous parler un peu de ça. Je veux commencer et je veux dire un grand merci parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui est plutôt cool. Pour plein de raisons, parce que je suis un enfant new-yorkais. J'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie à New York. J'ai fait une scolarité 100% américaine. Et le colonel Normand n'a jamais rentré dans ma scolarité une fois. Mais j'avais un point commun avec des enfants à l'école en Bretagne. Je pense que eux non plus n'ont pas eu le droit au colonel Normand. Mais il y a eu énormément de passages quand j'étais enfant de la Révolution américaine et de l'aide française. Lafayette ressortait beaucoup parce qu'il était très bon à Facebook, il était très bon à la com et on parlait de lui, c'est bien, j'étais très fier de ça, c'était important pour moi. Il disait pour une fois que les Français nous ont fait un truc. Et ça fait qu'on a un lien assez incroyable avec les Américains sur cette base. Ils ont beaucoup moins d'histoire, qui veut dire que c'est plus facile de se rappeler des trucs. En France, il y a tellement d'histoires que tu oublies pas mal de choses. Aux USA, Révolution américaine, c'est un moment clé. Et de dire que nous, on va dire français, pour commencer, ont un lien spécial, où on les a aidés, et ils sont reconnaissants de ça, c'est génial. Mais quand on creuse un peu, très 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 vite, on découvre que c'est vraiment beaucoup de Bretons qui sont partis là-bas, qui sont morts et qui ont fait des choses. Et le colonel Normand est un fil conducteur incroyable. Quand on en parle à un Américain, il fait « Wow, this guy's amazing !» Alors quand Terry parle d'une série Netflix, c'est pas possible que ce gars-là n'a pas une série Netflix, quoi. Il est parfait pour que sa vie finisse comme ça. Je veux répéter, c'est que moi j'ai pas eu la chance de le connaître à l'école. Je l'ai appris à peu parce que j'ai creusé le sujet, j'ai découvert ce personnage complètement incroyable et on en sait d'en parler. Je crois que c'est Diogo qui disait il y a peu de matière en anglais, il y a peu de matière en français aussi, pour être honnête, et ça c'est très dommage. Alors bravo à toutes les personnes qui œuvrent à faire des livres, des documents et tous les futurs livres qui viennent. C'est très très important, c'est très important pour la Bretagne. Sache que parfois je tombe sur des Américains qui connaissent le colonel Normand, c'est toujours des militaires. Des officiers ou des choses comme ça, qui me disent oui je connais, j'ai entendu parler. Alors quand Diego parlait de le fait que les militaires ont fini au lieu où il est enterré, c'est pas par hasard, il y a quand même un lien super. Je veux dire merci souvent aux gens qui n'ont pas le droit de parler sur scène, mais qui œuvrent beaucoup pour la journée. Et je veux dire un grand merci à Armelle, qui déjà, tu vois, elle a les bras comme ça tout du long, là. Elle a beaucoup œuvré pour cette journée, alors merci à toi et merci à toute l'équipe. Merci à Philippe aussi qui a insisté que Brace America participe à ça. Et pour moi, c'est vachement important. On doit être meilleur à travailler ensemble. Il y a plein d'assauts, tout le monde a un assaut, c'est génial, bravo. Mais on doit être meilleur à faire des choses ensemble. Et je suis hyper ravi de pouvoir dire que l'Institut, dans ce cas culturel de Bretagne, et Brace America ont dit tiens, on va unir nos forces et on va faire quelque chose. Parce qu'on est beaucoup plus forts ensemble. Et je dis un grand merci à Virginia qui a maintenant t'as changé de place. T'as le droit de faire ça chez toi. Et on est chez elle. Et tout de suite, quand je lui ai parlé de cette journée, elle m'a dit oui, c'est une bonne idée, il faut que je vois si on est dispo, tout ça. Mais elle a tout de suite répondu présente et c'est vraiment top. Merci. Alors nous... Merci à Jackie. Oui, Jackie aussi qui... ça fait peut-être 3 ans qu'on a parlé de cette histoire avec Jackie. Et Jackie aussi, on a parlé d'une statue à Virginie. J'en avais parlé au gouverneur de l'État de Virginie, d'une statue là-bas. Alors, et j'ai pas vu Jackie, je sais pas où il est, mais il est là. Il est là. Non, mais on parle de Jackie. Le Touze, ouais. Toi aussi, bravo à toi aussi. Hein. Tous les Jackie, bravo. Jackie Le Touze, ouais. Alors, je vais commencer à parler de ça. Ce qui est important, parce alors juste avant aujourd'hui,
Combien de personnes connaissaient le colonel Armand, le connaissaient bien, qui avait déjà entendu parler? Ouais. Et vous êtes pas la norme. Hein. Vous n'êtes pas la norme. Rentrez à la maison et vous dites on n'est pas la norme. Combien de personnes connaissent quelqu'un de Bretagne qui est parti aux USA? Non, peut-être c'est la norme, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Et j'aimerais parler aujourd'hui du pourquoi, dans le temps qu'on a ensemble, comment ça s'est développé, cette immigration, les conséquences, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, le fait qu'on est au courant, c'est bien, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, et parler d'aujourd'hui, parce que c'est bien de parler de l'histoire, mais ça veut dire, l'histoire nous permet de nous donner un moyen d'aller plus loin après, quoi. Ça vous va? Elles sont belles les Bretonnes hein, en taxi américain. C'est incroyable. Hein. Okay. Alors, on va parler de ces Bretons et il y a beaucoup de gens qui ont levé les mains. Je pense que sûrement les personnes que vous connaissez sont peut-être de cette zone-là. Et qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de cartes et souvent les cartes sont dessinées par des personnes dans des pièces et qui ont plein de bon sens sûrement, mais c'est pas toujours réussi. Et en fait, le triangle là, c'est quoi? C'est sud des montagnes noires. Et c'est hyper fascinant comme chose parce que les Bretons, généralement, ils pensaient pas à des frontières, Morbihan, Finistère. C'est un point où tous les départements se retrouvent, mais la vraie frontière, c'était les montagnes noires. Et on parle de personnes qui étaient au sud des montagnes noires. Et ils avaient du mal d'aller, je sais pas, c'est des montagnes, alors c'est dur d'aller de l'autre côté. Et c'était réellement, même pour les trouver, son Jules, on ne traversait pas la montagne. Et beaucoup se faisaient là. Et je suis là parce que mon père est de Gouin et ma mère est d'Elian. Alors ils sont quasiment tous à côté de Corée, là, dans le même triangle. Et c'est très fascinant. Et c'est vraiment ces gens-là qui sont partis. Il y en a d'autres ailleurs, mais c'est vraiment, ça s'est concentré là-bas. Et je veux parler chiffres, parce que les chiffres sont importants. Et on parle de 100 000 Bretons. Et ça, c'est un chiffre que Le Monde a récemment sorti dans un article, sur une période de 100 ans. Ça fait du monde, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et quand on parle spécifiquement de Gourin, de ses alentours, sur une période de 1945 à 1958, c'est 4000 habitants qui sont partis pour les US. Et si vous êtes très bon, vous savez la population de Gourin, c'est combien maintenant? C'est juste en dessous de 4000. Hein. Alors sur un peu plus de 10 ans, ils sont passés de 6000 habitants à 4000 habitants. Ils ne se sont jamais remis. Ça n'a jamais remonté la pente. Alors juste à la fin de la guerre, il y avait quand même beaucoup de monde qui partait. Alors on va dire les chiffres, 100 personnes par-ci, 100 personnes par-là, mais ça commence à faire du monde dans ces bourgs-là. Et ils allaient plutôt aux USA, certains allaient au Canada, on va parler de ça, mais New York était pas mal. Parce qu'ils ont Times Square, ils ont plein de trucs là-bas, c'est pas mal, ça fait rêver. Ils partaient aux US et quand on est en 1967, c'est vraiment la pique des départs, nombre de personnes. Les lois aux US changent après. On parle de 12 000 Bretons à New York, et ça c'est le journal France-Amérique qui le sort. C'est plus d'un tiers de la population française, qui veut dire que si tu étais français, tu étais à New York, il y avait une bonne chance que tu étais breton. Et 3/4 travaillaient dans la restauration. Et le chiffre c'est à peu près souvent, dans ma famille ou les gens que je connaissais, c'était plus de 90% de gens qui faisaient ça. Mais il n'y a pas un qui faisait ça en Bretagne. Alors ça montrait cette capacité de faire ce qu'on doit faire pour réussir. Alors le pourquoi. On parle souvent de ça. Il est très économique. C'était une région où ce triangle était très pauvre. Mais il y a des phénomènes qui se passent à ce moment-là. Beaucoup de personnes étaient des agriculteurs. On commençait à avoir des grandes familles. C'est bien les grandes familles, mais bon, s'il n'y a pas assez de terrain pour tout le monde, ça devient compliqué. Et on voit qu'il y a une réduction du besoin de la manœuvre. Il y a une surpopulation. En même temps, double peine, les carrières d'ardoises commencent à fermer.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On devient influenceur sur YouTube. À cette époque-là, on ne pouvait pas faire ça. Il y a autre chose qui crée le départ, c'est la capacité de la mobilité. Bon, il n'y avait pas de jet privé à ce moment-là, mais la mobilité commence à se créer avec le chemin de fer. Et il y a une ligne Carré-Rospordin, en 1896, qui commence à ouvrir des choses. Le Breton ne reste pas juste dans les montagnes noires, le sud de Montagnes Noires, il commence à aller voir ailleurs, qui ouvre des possibilités. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 agences qui vous donnent la possibilité de partir aux US avec des paquebots. T'imagines, Roudalec et Gourin, tu as des agences avec des bateaux pour partir. Tu n'as pas de travail, ça commence à être compliqué. Et il y a même Air France qui ouvre un bureau dans la zone. Alors, l'histoire de la mobilité, c'est... On parle d'il y a 100 ans. Hein. Je vais à Cardiff la semaine prochaine, j'organise une Inter-Celtic Business Conference. Vous savez, pour arriver à Cardiff, qu'est-ce que je dois faire de la Bretagne? On parle de mobilité. Hein. Je fais un peu comme eux. Voilà, je dois aller à Amsterdam et j'atterris à Bristol, même pas au Pays de Galles. Alors, quand on parle de mobilité, elle est actualité aujourd'hui. Et la capacité d'être unie avec d'autres personnes, dans ce cas de nos cousins celtes, la mobilité est importante. Et ça, c'était un facteur important. 4e, c'était, et on oublie cela, c'est le réseau. Et ces gens-là, ils avaient déjà des personnes là-bas. On sait que beaucoup de Bretons partaient à Paris. Mais ces gens-là, là-bas, ils avaient un réseau là-bas. Et je peux le dire, de mon côté, c'était très important. Mon père part avec ma mère, père de Gourin, mère d'Elian. Ils sont dans le triangle. Ils vont aux US. Mon père avait, en 1969, il avait 11 membres de sa famille directe qui étaient déjà à New York. Il ne parlait pas l'anglais. Il arrive, décalage horaire, tout, des gens qui lui parlent, il ne comprend rien. Le jour d'après, il avait un travail. Le jour d'après, il avait un logement. Ça permettait des gens de partir avec une grande sûreté. Par contre, ça ne plaisait pas à tout le monde. Je mets le petit X là. Il y a plein de gens, 100 000 personnes qui partent. Le gouvernement français n'était pas très content. Et on a des choses qu'on retrouve. Le ministère de l'Intérieur commence à dire « Wow, c'est pas normal ça. Faut les arrêter. Préfet du Morbihan, fait quelque chose. » Et il y a un moment où le préfet ne donne pas les papiers pour les départs. Mais ça n'a pas trop marché. Je veux parler des premiers départs. Et 3 mousquetaires, on va dire fin 1800, 1880, Nicolas, Job, Loïs, ils disent « Ok, on va partir aux US. » Et c'est Nicolas Lebrun qui est militaire en France. Et il rencontre un gars qui était aux US, il ne fait que lui parler de ça. Et il dit « Moi, je vais partir aussi. » Et il finit au Canada. Et boucheron au Canada, quand il fait moins 40. Faut avoir envie. Et petit à petit, ils descendent. Ils sont vraiment à la recherche de travail. Il faut tout. De fermes, d'usines à Connecticut, des mines de charbon à Pennsylvanie. Et ça vaut la peine parce que le salaire moyen pour eux, c'est 30 fois plus que leur salaire à Gourin. C'est impressionnant, hein? Nicolas n'écrit pas. À un moment, on pense qu'il est un peu mort, le gars. Mais sa femme reçoit de l'argent. Et ça fait pas mal de bruit dans le bois. Qu'il y a de l'argent qui tombe comme ça. C'est plutôt pas mal. Et Nicolas, il est un peu comme Lafayette, il est bon au marketing. Il ouvre un bar, le Cheval Blanc. Et tout le monde vient là. Et il a une belle histoire à raconter. Il dit là, lorsque je reviens au pays, ce fut un événement. Tout le monde voulait me voir et la maison ne déremplissait pas. On venait me voir de Gourin à Guiscriff à Lambonnette pour parler des USA. Et son bar fait carton, ils vendent plein de boissons. Il a une belle histoire à raconter, il fait des storytelling, il donne envie. Et ça, c'est important. Il repart par la suite, mais cette filiale s'est créée un peu grâce à des choses comme ça. Elle se crée aussi par le misère. Mes parents sont partis pour travailler. Ils ne pouvaient plus rester dans la région de Gourin. Plutôt que choisir Paris ou
Quimper, ils ont choisi New York parce qu'il y avait cette possibilité. Et c'est un peu long là, hein, c'est fin 1989. C'est très triste, ça fait un peu de peine de voir une lettre d'un habitant de Gourin qui écrit au maire, qui dit il est très difficile d'arriver à nourrir sa famille. Et il demande dans cette lettre au maire comment je fais pour partir aux USA. C'est vrai, c'était chez nous. Et les Américains étaient prêts à les accueillir. Et ça, c'est une histoire magique et beaucoup d'Américains ont la même histoire, qui sont irlandais, italiens, polonais. Et ça nous unit avec plein de gens. Alors la France, c'est un pays magnifique, il y a 400 fromages, il y a du champagne, et on n'a pas trop envie de partir de ça. Mais chez nous, on était un peu oubliés. Et on était obligés de partir. Alors, ça c'est... On va parler de vagues, début des 1900 et après-guerre. Et en début des 1900, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est intéressant de dire quels sont ces métiers et où on arrive à tirer du monde. Et au début, ce sont dans des maisons de haute société à Lenox. Il y a des fans de Kerouac ici dans la pièce. Vous savez que Jacques est né dans cette zone-là. Il a fêté ses 100 ans l'année passée. Et il travaille comme domestique dans des grandes maisons de personnes très riches. Ils savent s'occuper des terres et des bêtes et ça se passe plutôt bien. Aussi, l'automobile commence à arriver. Ford a une usine au nord de New York. Il y a certains qui trouvent du travail comme ça. Plus connu encore, c'est Michelin. Michelin, qui avait une usine à Clermont-Ferrand, trouvait que le breton était bosseur. C'est vrai. Et ils se sont dit, à New Jersey, on va ouvrir une usine, on veut des Français, on va faire de la pub, et il y a des pubs dans les journaux et tout de la région de Gourin, pour aller bosser aux USA à Milltown, New Jersey. Et ça a marché. Sur les 3000 employés Michelin, il y avait 200 Français. Et c'est Marie Pennec qui était là-bas, qui est partie à 19 ans. Elle a dit, les 200, tous les Français, c'était des Bretons. Et il y a une photo de cette usine là. Malheureusement, j'ai mis un X, petit problème, le crash, Wall Street, tout ne va plus, l'usine ferme, et c'est un peu la fin de cette première vague quand les gens partaient aux USA, parce qu'on avait moins besoin d'eux. On parle de personnages, et quand on fait des recherches, et moi ça fait longtemps que je fais ce genre de choses, parce que c'est vachement intéressant, je l'ai vécu aussi, j'ai rencontré plein de gens quand j'étais petit, j'allais au bal du Stade Breton quand j'étais gamin, et il y avait plein de personnages. Et dans mes recherches, je suis souvent tombé sur une dame que je n'ai pas connue, parce qu'elle est morte, je crois, dans les années 70, et elle arrive aux USA en 1914. Elle s'appelait Anna Daniel, elle était présidente d'une association qui s'appelait l'Association Bretonne. C'est rigolo, parallèle là. Et ce qu'elle faisait, elle travaillait pour un avocat. Et à cette époque-là, quand on arrivait, c'était parfois complexe. Hein. On dit que c'est facile d'arriver, mais il fallait des gens pour aider. Et elle arrivait, on pouvait passer du temps à Ellis Island, même beaucoup de temps. Elle arrivait, elle les accueillait. Elle disait, non, c'est bon, la personne est avec moi, j'ai déjà un logement pour eux, j'ai déjà un travail. Elle crée cette filiale pour aider les gens. Et ça marchait très très bien. Et encore une fois, c'était parce que des Américains pensaient que les Bretons étaient des bosseurs et ils voulaient des Bretons. C'était pas la French touch, c'était la Breton touch. C'est pas mal. Et ça c'est un article de 1967 du New York Times qui la mentionne. Et ce qui est marrant, je trouve, dans cette photo, parce qu'on disait avant que l'État français était contre les départs, là c'est fin années 60, Madame Daniel est honorée par le consul de France à New York pour ce qu'elle a fait. Alors c'est marrant. Réseau breton, j'ai parlé du réseau breton, on est très forts les Bretons, un peu comme les Irlandais et les autres pour faire ça. Je mentionne Plein Assaut, l'association bretonne, les agents d'or, qui avaient vraiment cette fibre bretonne. Il y avait
Il y avait des cercles, il y avait des bagades. Si vous connaissez Jung-Wernig a sonné pour les balles, les agents d'or. On voit les costumes là. On voit Anna Daliel qui est en coiffe du pays de Fouenan. C'est fou de voir ça. Il y avait aussi le sport. Ça, c'est une des premières photos du Stade Breton. Il y a les Bretons du monde que Philippe, toi tu connais. Il y avait Bretons de Californie. Il y avait sur les réseaux sociaux BZH Network. Le BZH New York, que je suis un des fondateurs, le Bagad New York, Stag qui était en ligne, et Braze America. Alors, ça se montre que le breton avait ce désir de se retrouver, mais il y avait aussi un besoin. Et l'entraide était importante dans ces réseaux-là. Parfois même, quand il y avait des décès, une femme qui était tout seule, les assos aidaient pour ce genre de choses, aidaient pour trouver un travail, trouver un appartement, tout ce genre de choses marchait assez bien. On ne peut pas parler, on a parlé d'avant de la restauration. La restauration était essentielle. C'était le job. Non, la restauration était essentielle pour les Bretons. C'était comment ils arrivaient à faire leur vie, gagner leur vie. Et c'est le cas pour moi. Le fait que je suis allé à l'université, c'est parce que mon père avait un bon travail dans la restauration. Et la liste aurait pu être plus longue, hein, mais ça c'est des restaurants qui étaient connus en soi, tout le staff, le patron, le serveur, la personne qui faisait la plonge, le chef, tout le monde était breton. C'est juste incroyable. Et on parlait de ça un instant, beaucoup de ces restaurants sont fermés, mais la Bretagne est toujours acteur dans la gastronomie. J'ai mis une photo de Dominique Crin, qui est une chef à San Francisco. Atelier Crin, c'est son restaurant, et elle est étoilée et tout ça. Mais très souvent, on néglige le rôle du breton dans la gastronomie, ou on va dire la popularité de la gastronomie française aux USA. Ils ont beaucoup à voir, surtout dans la région de New York, de faire découvrir la haute qualité de ce qui est la bouffe française, entre guillemets, pour les Américains. C'est l'époque où l'Américain découvre le vin. Manger d'une certaine façon, un certain style de vie. C'est les Bretons qui faisaient ça, et je trouve qu'on le néglige. C'est important. Je veux vous parler des conséquences, mais aussi bien distinguer ces deux vagues. On a une première vague avant 1939, moyenne d'âge beaucoup plus élevé. C'était rude, comme je vous ai dit. Imaginez couper du bois à moins 40 au Canada et après descendre et faire 5 métiers en 2 ans. Elle était purement économique. On crevait de faim, fallait partir. Dans notre tête, on se disait qu'on n'allait pas nécessairement rester trop longtemps. On avait un certain âge. On essayait de faire de l'argent rapidement et rentrer à la maison. Après 1945, le moyen d'âge tombe de la quarantaine à 25 à 35 ans. C'est le cas de mes parents. Ils avaient 24 ans quand ils sont partis. Et on abandonnait un peu le pays. Peut-être on ne revenait pas. On se disait qu'on allait revenir. Le cas de mes parents, c'est 50 ans aux USA. Et beaucoup de leurs amis, c'est pareil. C'est quoi les conséquences de tout cela ? Il y a moins de monde. Allez faire un tour en Centre-Bretagne, vous allez voir, il y a beaucoup de maisons abandonnées. Et beaucoup de gens sont partis ailleurs. Le deuxième est assez rigolo. Hausse de prix d'immobilier dans les années 80. Et les Bretons, on parle beaucoup de ça maintenant, les Parisiens qui achètent des maisons sur les côtes et c'est cher. Il y a un moment, en Centre-Bretagne, on dit « Oh, les Américains, ils nous embêtent. Ils construisent des néo-bretonnes. » Et ça fait augmenter l'immobilier chez nous. L'agricole d'avant, qui était plutôt basée sur du céréal. Les bêtes, c'était pour nourrir la maison. Avec tous ces départs, qu'est-ce qui se passe ? L'après, c'est l'élevage de volailles, vaches laitières, d'animaux de boucherie, l'industrie, il y a plein de choses. Il y a aussi des idées, des Bretons qui sont partis aux US, qui reviennent, parce qu'il y avait plus de machines aux US. Et l'agriculture devient plus industrielle chez nous, pour des raisons. Et dernier, le lien privilégié avec les US. C'est incroyable ça. On a un lien avec les Américains. On connaît le parti historique, qu'on se disait avant.
Mais ça, c'est un lien, tout le monde comprend. On peut parler à n'importe quel Américain à côté de l'histoire et dire « Ah, moi aussi ». Comment ça vient d'Irlande ou d'Italie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une histoire pour aujourd'hui? Est-ce qu'on permet plus de mobilité pour notre jeunesse? Est-ce qu'on pense on peut faire du business? Qu'est-ce qui est possible? On aura le consulat après, Eric Betty, comme on se disait avant, ça fait 11 ans qu'on fait des choses ensemble. Madame la consul. Plus que ça. Plus que ça. Madame consul qui sera là. La Bretagne a une grande chance d'avoir le consulat américain ici à Rennes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le consulat? Qu'est-ce qu'on fait avec des liens privilégiés comme ça? Aujourd'hui, est-ce que le breton part de la même façon? Pas vraiment, c'est pareil, c'est pas pareil. Mais le goût du voyage, les USA ça attire. On regarde Netflix, ça a l'air plutôt pas mal là-bas. Et il y a plein de Bretons qui font des choses diverses, mais l'expat est très différent. Alors, le truc qui est assez marrant, c'est quand on est français, on va dans un autre pays, on est expat. Quand ils viennent chez nous, c'est des réfugiés. Alors nous, on a beaucoup d'expats là-bas. Ils passent 2-3 ans parce que c'est compliqué avec les visas et tout, parfois, de pouvoir rester plus longtemps que ça. À l'époque, avant les années 60, c'était plus facile de rester plus longtemps. Mais c'est fascinant. Et je vous invite d'aller sur notre site web. On raconte les histoires de personnes comme ça qui font plein de choses assez extra. Mais très souvent, ils sont aux US, après ils sont au Japon, après ils vont à Paris, et parfois même ils veulent rentrer en Bretagne, mais ils ont du mal parfois. Rapidement, avant que je finisse, et je vous laisse me poser des questions, Braise America, c'est quoi? C'est une asso à but non lucratif qui fait des ponts entre la Bretagne et les États-Unis. On n'aime pas être mis dans des cases, alors on fait pas mal de choses sur le milieu culturel. On aime bien faire des échanges avec des musiciens américains. On fait de la musique bretonne, mais on met une touch américaine, moderne, contemporaine, jazz, musique de blues, de funk, cajun. Et on a fait des tournées dans plus de 25 villes américaines. Et pour beaucoup de ces villes, c'est la première fois qu'ils avaient la culture bretonne. Et très souvent, les gens nous disent « That was cool ». Et on est content. Innovation. Il y a beaucoup d'innovations en Bretagne. On n'est pas aussi bon que Lafayette pour faire de la pub. Mais nous, on s'est dit qu'il faudrait faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a lancé le Braze America Startup Contest. On s'est dit on veut aider des jeunes entreprises, partir une semaine, comprendre qu'est-ce que c'est de faire du business aux USA, sous un format très compact avec des Américains. Ça sert à rien d'aller 6000 km pour voir que des Français, voir que des Américains, leur expliquer qu'est-ce qu'est le marketing à l'américaine, qu'est-ce qu'est la vente, rencontrer des avocats pour comprendre tous les tuyaux qu'il faut avoir, rencontrer des investisseurs, parce qu'il faut des Gwenek pour faire des choses. Tout ça, c'est 150 startups qui ont participé, 15 qui ont passé une semaine aux US, et il y a des belles histoires. On est à Rennes, mais à côté, il y a Familio qui est de Saint-Malo, qui a participé à notre programme en 2019. Maintenant, ils ont une filiale aux USA, et ils font plein de trucs super. Film, Copain comme Cajun. Qui a vu Copain comme Cajun ici? Ouais, super film sur les liens entre la Louisiane et la Bretagne. Je pense qu'il faudrait faire, Virginia, un événement avec le film ici, hein, je crois. Il n'y a que 2 personnes qui ont vu le film, alors on va trouver un moyen. Bon, voilà pour moi. Je suis dans les temps, alors c'est plutôt pas mal. Merci à vous. Merci pour tout cela. Merci. On prend un petit temps d'échange avec Charles. Qui a des questions? Hein. Pas des grandes prises de parole. Qui des informations. Des questions.